Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre Q3, Réactivité et orbitales frontières. Dans ce chapitre, nous allons voir comment on peut utiliser les résultats de la chimie quantique, c'est-à-dire les diagrammes d'orbitales moléculaires donnés par des calculs, pour prédire la réactivité des molécules. Et on verra que c'est très puissant, puisqu'on va pouvoir prédire la nucléophilie ou l'électrophilie d'une molécule. Et également, dans le cas d'une réaction chimique, on va pouvoir prédire sa régiosélectivité et même sa stéréosélectivité. D'une certaine façon, avec ce chapitre, on va revenir sur des choses qu'on a déjà apprises en chimie organique, mais on va les redémontrer grâce aux résultats de la chimie quantique. Toutefois, les diagrammes d'orbitales moléculaires doivent être utilisés avec parcimonie. En effet, ils nous donnent des informations sur la réactivité des molécules, mais ces informations ne sont pas forcément les informations qui sont utiles pour comprendre la sélectivité d'une réaction. En effet, on a vu en chimie organique qu'il y avait différents types de contrôle. Contrôle thermodynamique, contrôle cinétique, et au sein du contrôle cinétique, encore à nouveau différents types de contrôle. Donc on va commencer par un grand 1 qui sera des rappels, et qui permettra de revoir quels sont les contrôles en chimie organique, et dans quel cas on pourra appliquer la chimie quantique ou non, pour prédire la réactivité et pour prédire la sélectivité d'une réaction. Une fois qu'on aura bien clarifié ça, on verra comment avec quelques approximations simples, on peut analyser les diagrammes d'orbitales moléculaires et prédire les comportements des molécules et les sélectivités des réactions. Grand 1 rappelle les différents types de contrôle en chimie organique. Petit 1, contrôle cinétique et contrôle thermodynamique. Donc pour rappel, si un réactif R peut se transformer soit en un produit P1, soit en un produit P2, avec des réactions qui peuvent être équilibrées, donc avec le sens direct et le sens indirect possible, alors on peut prévoir si P1 ou P2 sera majoritaire en fonction du type de contrôle dans lequel la réaction est effectuée. Si la réaction est effectuée sous contrôle thermodynamique, ça veut dire qu'on laisse le temps au système d'atteindre l'équilibre thermodynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend tout simplement longtemps et donc que les équilibres RP1, P1R et puis RP2, P2R ont le temps d'être atteints. À ce moment-là, on peut prévoir que le produit qui sera majoritaire entre P1 et P2, ce sera celui qui est le plus stable. Dans ce cas, pas la peine de connaître le chemin réactionnel ou le mécanisme. La seule chose qu'il faut comparer, c'est la stabilité de P1 et de P2, et le plus stable sera le produit majoritaire. Concrètement, ça correspond à se placer dans des conditions réactionnelles, donc assez longues, et avec des températures assez élevées. A l'inverse, le contrôle cinétique, ce sont des conditions réactionnelles dans lesquelles on ne laisse pas le système atteindre l'état d'équilibre thermodynamique. Donc, autrement dit, on fait des réactions qui sont assez courtes, souvent à des températures assez basses, pour que le système ait le temps de faire RP1 ou RP2, mais que les réactions inverses, P1R ou P2R, n'aient pas le temps de se faire. Dans ce cas, on peut prévoir que le produit majoritaire, ce sera le produit qui se forme le plus vite. Et pour savoir quel est le produit qui se forme le plus vite, la connaissance du chemin réactionnel est essentielle. Petit 2, étude de l'étape cinétiquement déterminante en contrôle cinétique. Un mécanisme peut avoir plusieurs étapes, et comme il est difficile d'étudier chacune de ces étapes, on va en général faire l'approximation que l'étape qui a la plus grande énergie d'activation est son étape cinétiquement déterminante, c'est-à-dire l'étape qui va imposer sa vitesse à tout le mécanisme. Pour savoir donc si un mécanisme va amener à une réaction rapide ou lente, il suffit d'étudier cette étape-là. Deux cas se présentent alors. Soit l'étape cinétiquement déterminante est endothermique, c'est-à-dire que les intermédiaires réactionnels dans cette étape cinétiquement déterminante sont plus hauts en énergie que le réactif. Soit elle est exothermique, c'est-à-dire que l'intermédiaire réactionnel ici est plus bas que le réactif. Dans le premier cas, le cas endothermique, pour connaître l'énergie d'activation de cette étape cinétiquement déterminante et donc savoir si elle est facile ou difficile, il faut connaître l'énergie de l'état de transition. Or, cet état de transition étant fugace, on ne peut pas directement l'analyser et donc le décrire. C'est pour ça qu'on doit utiliser une approximation qui est le postulat de Hammond. Et ce postulat, donc, dans le cas de l'étape cinétiquement déterminante endothermique, dit que l'état de transition ressemble géométriquement et énergétiquement à l'intermédiaire réactionnel qui lui succède.
Autrement dit, pour savoir quel est le produit qui va se former le plus vite, eh bien, il suffit de comparer les intermédiaires réactionnels. Ici, dans le cas de la voie 1, I1 est plus haut que I2, qui serait l'intermédiaire dans le cas de la voie 2. Et comme les états de transition sont censés ressembler à I1 et à I2 respectivement, eh bien on pourra dire que ET1 sera plus haut en énergie que ET2, et donc que la voie 1 sera plus difficile que la voie 2, puisqu'elle aura une énergie d'activation plus haute dans son étape cinétiquement déterminante. La conclusion, c'est le produit qui se forme le plus vite, et donc celui qui correspond à l'intermédiaire réactionnel le plus stable. Dans le cas d'une étape cinétiquement déterminante exothermique, ici, on va imaginer donc un réactif qui peut donner soit l'intermédiaire 1, soit l'intermédiaire 2, qui sont plus bas en énergie que le réactif, d'où le nom exothermique. Et ça, donc, ce serait l'étape cinétiquement déterminante d'un mécanisme. Ici, on voit que il n'est pas très logique de considérer que l'état de transition va ressembler aux intermédiaires. Il est plus proche en énergie du réactif. On peut également appliquer le postulat de Hammond finalement ici, mais dans le cas d'une étape cinétiquement déterminante exothermique, ce postulat va nous dire que l'état de transition ressemble géométriquement et énergétiquement au réactif lors de leur approche. Donc ici, R, on peut imaginer un réactif, mais imaginons que c'est une réaction avec deux réactifs. Et bien, quand les réactifs sont en train de s'approcher, si leur approche est stabilisée, on va avoir du coup une montée en énergie plus petite, et donc un état de transition qui serait ici par exemple l'état de transition 2, un état de transition plus bas. Et si par contre leur approche n'est pas très stabilisée, et bien ça va monter plus haut en énergie et on passera par un état de transition comme par exemple ici l'état de transition 1. La conclusion sera donc, dans le cas d'une étape cinétiquement déterminante exothermique, le produit qui se forme le plus vite, eh bien c'est celui qui correspond à l'approche des deux réactifs la plus stabilisée. À ceci, il faut ajouter le fait que dans le cas du contrôle cinétique et dans le cas d'une étape cinétiquement déterminante exothermique, eh bien, puisqu'on étudie l'approche des deux réactifs, il faut considérer tous les facteurs qui peuvent stabiliser ou non l'approche de ces deux réactifs. Et en général, on distingue trois types de facteurs. Premièrement, les interactions coulombiennes. En effet, vous le savez bien, en chimie organique, en général, c'est un site chargé négativement ou partiellement négativement qui s'approche d'un site chargé positivement ou partiellement positivement. Et donc, cet effet de charge, d'attraction des charges plus vers les charges moins, va stabiliser l'approche. Ce facteur est prépondérant lorsque les centres réactifs ont des charges importantes, en général, et sont peu polarisables, puisque s'ils sont très polarisables, on verra que c'est un autre effet, en général, qui va devenir important. En tout cas, si les interactions coulombiennes sont prépondérantes, la réaction, on dira qu'elle est sous contrôle de charge. Un autre effet important, c'est l'encombrement des noyaux, qu'on appelle aussi la gêne stérique, prépondérant en général lorsqu'il y a des substituants volumineux qui empêchent l'accès au centre réactif. Alors je dis bien attention, ce n'est pas le centre réactif qui est volumineux, c'est les substituants autour en fait. C'est quand le centre réactif est difficile d'accès parce qu'autour de lui il y a des choses volumineuses. Alors là dans ce cas ça va gêner l'approche. C'est un facteur qui est vraiment prépondérant lorsqu'il y a des gros substituants qui empêchent l'accès et on dit dans ce cas que la réaction est sous contrôle stérique. Et puis il y a les interactions orbitalaires. Justement, c'est ce qui va nous intéresser le plus ici parce qu'on va pouvoir le détailler davantage grâce à la chimie quantique. Les recouvrements entre orbitales peuvent être un effet prépondérant, en particulier lorsque les centres réactifs n'ont pas de charge trop importante, ni de gêne stérique trop importante, et qu'ils sont assez polarisables. Et finalement, c'est une situation assez courante. Lorsque ce facteur est prépondérant, on dira alors que la réaction est sous contrôle orbitalaire. Alors il ne faut pas regarder les choses de façon trop tranchée, c'est-à-dire quand on dit qu'une réaction est sous contrôle de charge, ça ne veut pas forcément dire que les autres aspects, l'aspect stérique et l'aspect orbitalaire, ne jouent aucun rôle. Souvent même, on va expliquer certaines sélectivités par un contrôle et d'autres sélectivités par un autre contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois effets qui peuvent stabiliser ou déstabiliser l'approche des réactifs, les effets de charge, les effets stériques et les effets orbitalaires, et qu'en général, il y a quand même un des effets qui sera prédominant. On va dire que la réaction est contrôlée par cet effet, mais il ne faut pas oublier les autres pour autant. Quel est l'intérêt de la mécanique quantique pour un chimiste organicien? Eh bien, premièrement, dans le cas où une réaction est sous contrôle orbitalaire, en utilisant les diagrammes d'orbitales moléculaires des réactifs,
et quelques approximations que nous allons détailler par la suite, on va voir qu'on peut prévoir quelle est l'approche la plus stabilisante vis-à-vis des effets orbitalaires, vis-à-vis vraiment des interactions entre les orbitales d'un réactif et de l'autre réactif. Et à partir de là, on peut anticiper toute la sélectivité de la réaction, dans le cas bien sûr où elle est sous contrôle orbitalaire. Si par contre une réaction est sous contrôle de charge, eh bien la mécanique quantique peut aussi être utile, puisque grâce à des calculs, on peut obtenir les charges partielles, delta plus et delta moins, qui sont portées par les différents atomes des réactifs. Et donc on va pouvoir trouver quel est le centre le plus nucléophile et quel est le centre le plus électrophile quand on est sous contrôle de charge, et également voir la sélectivité de la réaction. Ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre, c'est comment, justement, à partir des résultats donnés par l'ordinateur, c'est-à-dire comment à partir des énergies et des formes des orbitales moléculaires des réactifs, on peut déterminer l'effet des interactions orbitalaires, c'est-à-dire vraiment voir comment la réaction va être contrôlée et quelle sélectivité elle aura. Et pour cela, il va falloir faire un certain nombre d'approximations que nous allons détailler tout de suite. Grand 2, approximation des orbitales frontières. Dans cette partie, on considère que toutes les réactions étudiées sont sous contrôle orbitalaire. Et on va voir comment on peut analyser les diagrammes d'orbitales moléculaires qu'on peut obtenir par calcul pour comprendre comment l'interaction orbitalaire entre les deux réactifs va stabiliser ou non l'approche, et à partir de là, comment comprendre et prévoir la sélectivité de la réaction. Du point de vue de la description électronique, finalement une réaction chimique, ça correspond à fabriquer une supermolécule à partir de deux molécules. Autrement dit, on va prendre un diagramme dans lequel on va mettre à gauche une molécule, à droite une autre molécule qui vont avoir des diagrammes d'orbitales moléculaires, et ensuite on va faire interagir ces deux diagrammes d'orbitales moléculaires ensemble pour obtenir le diagramme d'orbitales moléculaires de l'association des deux molécules. Il faut donc prévoir comment toutes les orbitales moléculaires d'une molécule et de l'autre peuvent interagir ensemble. A priori, c'est une tâche très complexe puisqu'il y a énormément de possibilités. Chaque orbitale moléculaire d'une molécule pouvant interagir avec les autres orbitales moléculaires de la molécule d'en face, et comme en plus les molécules peuvent bouger l'une par rapport à l'autre, il y a plein de possibilités. Mais heureusement, on peut simplifier tout cela en faisant des approximations judicieuses. Et pour ça, on va définir les orbitales frontières, qu'on appellera la haute occupée, qu'on note HO, et la basse vacante, qu'on note BV. Quand on considère le diagramme d'orbitales moléculaires d'une molécule A, on peut distinguer, du coup, ici on a par exemple son diagramme d'orbitales moléculaires, on peut distinguer les orbitales qui sont occupées, c'est-à-dire celles qui contiennent les électrons, et celles qui sont vacantes, c'est-à-dire celles qui sont vides. Et en particulier, on va définir que la plus haute de toutes les orbitales occupées, eh bien, on l'appellera la haute occupée, qu'on notera souvent HO. Et la plus basse de toutes les orbitales vacantes, on l'appellera la basse vacante, que l'on notera BV. Ces deux orbitales, la HO et la BV, on les appellera les orbitales frontières, puisqu'elles forment la frontière entre le domaine des orbitales occupées et le domaine des orbitales vacantes. A noter qu'en anglais, la haute occupée, elle est abréviée par HOMO, de l'anglais Highest Occupied Molecular Orbital. Et en BV, ça s'écrit LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Et ça, on le retrouve des fois dans certains sujets, donc il ne faut pas être surpris. Si au lieu de HO, il y a écrit HOMO, et si au lieu de BV, il y a écrit LUMO, c'est qu'ils ont utilisé les termes anglais, ça veut dire la même chose.